Alors, les composés ioniques. Les composés ioniques, au final, c'est un assemblage de cations et d'anions dans une certaine proportion de manière à obtenir quelque chose de neutre à la fin. Généralement, le cation, c'est un métal, c'est pas toujours le cas, mais généralement ça l'est, et l'anion, c'est un ou plusieurs non-métaux ensemble. De nouveau, il y a des exceptions, mais généralement, c'est le cas. Et on a une combinaison de manière à avoir une proportion entre les cations et les anions qui me donne une neutralité de charge globale. Alors là, dans la définition, on vous dit que c'est des molécules neutres. Le terme molécule, il est vraiment à prendre avec des pincettes et à mettre en guillemets. C'est pas comme une molécule de sucre, comme une molécule d'acide aminé ou une molécule, par exemple, de nitroglycérine. C'est pas à proprement parler une molécule, euh, mais moléculairement, au final, les anions et cations pourraient être considérés comme tels. Donc, vraiment, le terme molécule, je l'aime pas. Il est à mettre entre guillemets, mais en même temps, il n'y a pas d'autre définition pour le composé ionique que de dire que c'est un assemblage en 3 dimensions de cations et d'anions. Donc la molécule permet un petit peu de représenter ce que c'est, même si véritablement c'est pas ça. Donc maintenant, on a dit généralement le métal, lui, il va chercher à perdre des électrons et les non-métaux vont chercher à gagner des électrons. Ce qui fait qu'au final, on peut avoir du win-win entre celui qui veut perdre des électrons et celui qui veut en gagner. Et tout le monde peut être content. Ces électrons ne sont pas perdus dans la nature, mais un métal qui perd des électrons va les donner au final à des non-métaux qui vont accepter ces électrons. Par contre, pour chaque électron donné, il faut qu'il y ait un électron qui soit accepté. Si le métal veut donner 2 électrons, il va falloir trouver un moyen que les non-métaux acceptent ces 2 électrons. Donc le nombre d'électrons perdus et le nombre d'électrons gagnés doit être exactement le même. Si je prends un exemple avec ce qu'on a vu précédemment, si je prends ici vous avez des cônes de NaCl d'un marais salant en Bolivie. Donc ils ont fait couler de l'eau de mer dans ce marais salant et puis après avec l'énergie solaire, l'eau s'est évaporée, il est resté une croûte de sel, puis ils ont venu ramasser cette croûte de sel. Si on regarde dans ce sel, au final, c'est du NaCl, donc du chlorure de sodium, le Na du sodium et puis du Cl du chlore. Le Na, on l'a vu sur le modèle atomique en couche, il a envie de perdre un électron de manière à donner du Na+. Le Cl-, lui, il cherche à gagner un électron pour devenir du Cl-. Résultat, si du Na rencontre du Cl, les deux peuvent être contents puisque le Na va pouvoir perdre un électron et le Cl va pouvoir gagner un électron. À ce moment-là, j'ai la formation du cation sodium, Na+, et puis de l'anion chlorure, Cl-. Les deux restent crochés ensemble, puisque maintenant j'ai quelque chose de positif et j'ai quelque chose de négatif. On a dit plus et moins en électrostatique s'attirent. Donc le cation et l'anion ont envie de rester crochés ensemble et ils vont s'attirer comme des aimants au final de charge opposée. Maintenant, si on regarde ici cette liste, donc il y a pas mal de cations monoatomiques sur le tableau périodique, et ça, il n'y a pas besoin de connaître leur nom par cœur. Mais par contre, il y a toute une suite euh, de cations et d'anions polyatomiques qu'il va falloir ici apprendre pour ce cours. Donc, si on regarde, on a les cations, les anions en bas, et puis vous avez des anions avec différentes charges. Alors maintenant, important de savoir où sont les numéros et puis ce qu'ils représentent. Si je viens écrire que j'ai du NO2, 2-. Le 2, ici, m'indique qu'on a 2 atomes d'oxygène. Ici, j'ai aucun numéro, donc ça veut dire que j'ai un 1, et ça veut dire un atome d'azote. Le 2- me dit que j'ai 2 électrons en plus par rapport à ce que contiennent
un atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. Donc on est venu rajouter plus 2 électrons par rapport à ce que l'atome d'azote et 2 atomes d'oxygène contiennent de base. Maintenant, si on regarde ici la liste, cette liste elle est à savoir, il y a quand même une ou deux choses au final pour apprendre un petit peu moins. On se rend compte que bromure, chlorure, iodure et fluorure, c'est au final l'élément chimique brome, chlore, fluor et iode avec une charge 1-. Première chose. Deuxième chose, on a des couples d'amis. Chlorate, chlorite. On a ensuite nitrate, nitrite. Sulfate, sulfite. Phosphate, phosphite. Ici, à chaque fois, sur ces 4 couples, au final, il suffit d'en apprendre un. Le deuxième, celui du bas, le hit, on est venu soustraire un oxygène. Ensuite, on a l'hydrogéno. Ok, on l'a plusieurs fois, hydrogéno, dihydrogéno. Et puis quand on a l'hydrogéno, au final, ce qu'on vient rajouter, c'est H+. Si on a dihydrogéno, 2H+. À chaque fois que je viens rajouter un H+, donc si je regarde le phosphate par rapport à l'hydrogénophosphate, je suis venu rajouter un H devant. Et puis j'ai perdu une charge moins par rapport au phosphate qui est de base ici 3-. Et puis il est venu 2- à cause de la charge du H+. Voilà, ça c'est quelques petits trucs pour essayer au final de les apprendre un petit peu plus vite. Maintenant, si on regarde ce qu'on a par rapport à ces composés ioniques, ce qui va nous intéresser ici, c'est la nomenclature des composés ioniques. Donc chaque composé ionique a un nom, et puis à chaque nom de composé ionique, on a une formule chimique propre. Pour chaque formule chimique propre, on a un nom français pour le composé ionique. Et ça, c'est la nomenclature, donc c'est attribué à une formule chimique un nom français, par chaque nom français, lui attribuer une formule chimique, de manière à avoir des choses qui soient logiques. Si on va du nom à la formule chimique, on va procéder en 3 étapes. La première étape, ça va être écrire de gauche à droite le cation puis l'anion. Deuxième étape, si les charges positives et négatives ne sont pas égalisées, ben à ce moment-là, on va devoir trouver le plus petit multiple commun entre les deux. Et puis, troisième chose, si l'ion est polyatomique et que son indice diffère de 1, il est mis entre parenthèses et suivi de son indice. Si je prends pour le deuxième cas, si j'ai de l'aluminium 3+, ici j'ai une charge 3+, j'ai 2 charges moins avec l'oxygène, ça veut dire que le ppmc entre 3 et 2, le premier multiple commun, donc si je prends mes multiples de 3, je vais avoir 3, 6, 9, 12. Pour les multiples de 2, ça va être 2, 4, 6, 8, 10. Le premier multiple commun, ici, entre les deux, ça va être 6. Donc pour arriver à 6, je dois mettre 2 aluminium 3+, et puis 3 oxygènes 2-. Et puis à ce moment-là, mon composé ionique, ça va être du Al2O3. Si je vais dans le sens inverse, de la formule chimique au nom, à ce moment-là, je vais écrire le nom de l'anion
puis le mot de et ensuite le nom du cation. Si le cation peut prendre plusieurs nombres d'oxydation, ce dernier va être mis en chiffre romain, et puis après le nom du cation, et puis on va pouvoir identifier ce numéro en chiffre romain en faisant exactement l'inverse. Si j'ai du Ni3P2, je vais prendre 2 fois le phosphure. Le phosphure, on sait que c'est du P3-, donc j'ai une charge totale de 6-. Si j'ai une charge totale de 6-, ça veut dire que j'ai une charge totale de 6+, répartie sur 3 nickels, donc chaque nickel a une charge de plus. Voilà, là on va rester pour là, donc ça c'est la procédure. Maintenant je vais prendre des exemples concrets pour expliciter cette procédure et puis le faire tranquillement avec tout le tableau qu'on a sur la page d'après. Avant ça, je veux juste en venir sur un dernier point qui concerne les degrés d'hydratation. Donc pas mal de composés ioniques au final sont hydratés, ça veut dire qu'ils contiennent des molécules d'eau dont le réseau cristallin et leur agencement de cations et d'anions. Le nombre d'hydratation informe dès lors du nombre de molécules d'eau qu'on a par unité de composé ionique. Et puis à la fin de la formule du composé ionique, on va avoir H2O entre parenthèses suivi du nombre de molécules d'eau. En fonction du N, on va pouvoir dire s'il est mono, di, tri, tétrahydraté et ainsi de suite. Donc pour le N, on a au final les choses suivantes. Si mon N il vaut 0, à ce moment-là, je ne précise pas qu'il y a des molécules d'eau, mon composé il est anhydre. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tétra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 déca. Si j'ai du CoCl2 qui correspond à du chlorure de cobalt 2, il est anhydre quand il est bleu-violet et puis il devient rose quand il y a des molécules d'eau à l'intérieur du composé ionique. Donc c'est pas pour autant qu'il est mouillé, il n'est pas mouillé ce composé ionique, mais dans le réseau solide, il y a des molécules d'eau qui sont présentes à l'intérieur. Et là, on va avoir du CoCl2, H2O, 6.